On est le 1er novembre 1992 dans un quartier chic d'Antibes. À la tombée de la nuit, Eric, un homme de 35 ans, quitte son domicile et part faire une balade à vélo. Depuis quelques mois, il enchaîne les hospitalisations et il est vrai, il prend presque plus de temps pour lui. Alors il se dit que cette balade, ce serait une bonne occasion pour se changer les idées et pour se faire du bien. Eric prend son vélo puis part en ville. Il se vide enfin l'esprit, mais alors qu'il emprunte une petite rue mal éclairée, il entend derrière lui une voiture lancée à toute vitesse, puis c'est le trou noir complet. Eric vient d'être percuté par un véhicule qui a pris la fuite. Personne n'a vu le choc, tout le monde pense à un malheureux accident et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais ce jour-là, ce qu'Eric savait pas, c'est qu'il était depuis plusieurs mois au cœur d'un terrible complot. Un piège qui devait à tout prix se refermer sur lui aujourd'hui. Avant de passer à la suite de l'histoire et que vous soyez définitivement plongé dans l'ambiance de ce nouveau thread d'horreur, je dois vous parler du sponsor de cette vidéo, NordVPN. NordVPN, c'est pas qu'un VPN, c'est aussi une protection anti-menace qui fonctionne même sans connexion VPN active. Oh là là, regardez, ce vilain site web malveillant veut me faire du phishing. Heureusement, NordVPN veille sur moi. Purée, celui-ci veut me traquer et collecter mes données à des fins commerciales. Salopard, va, c'était sans compter sur NordVPN. Attendez, je pensais télécharger une vidéo, mais en fait, mon ordi part complètement en vrille. C'était un virus. Oh non, si j'avais eu NordVPN, il aurait été détecté plus tôt et j'aurais pu le supprimer avant qu'il agisse. Bref, vous le savez déjà, NordVPN, c'est le VPN le plus sûr et le plus rapide du marché. Il chiffre votre activité en ligne pour plus de confidentialité. Il vous permet de changer d'emplacement virtuel pour profiter de contenus géobloqués. Très pratique, ça notamment si vous voyagez. Et il y a une politique no-log, c'est-à-dire qu'aucun registre d'activité des utilisateurs est conservé. Vous pouvez protéger jusqu'à 10 appareils en simultané, téléphone, ordinateur, tablette, etc. Et en passant par mon lien en description, vous avez 4 mois d'abonnement offerts sur les abonnements NordVPN de 2 ans. Et si jamais vous n'êtes pas convaincu, c'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé la vidéo et on peut désormais se replonger dans l'ambiance de ce thread d'horreur. C'est parti. Pour comprendre ce qui est arrivé à Eric, on doit d'abord s'intéresser et remonter la trace d'une autre personne qui est au cœur de cette histoire, Geneviève Montillet. Elle naît en 1945 et elle n'a pas une enfance facile. Ses parents biologiques l'abandonnent très jeune et elle enchaîne les placements en foyer. Elle traverse alors une période extrêmement sombre de sa vie, dont le peu de souvenirs qui lui restent lui font beaucoup de mal. Elle se rappelle surtout des douches froides et de toutes les punitions auxquelles elle a dû faire face. Mais vers ses 4 ans, la vie de Geneviève change du tout au tout puisqu'elle est enfin recueillie par un couple, fortuné qui plus est, et qui subvient largement à tous ses besoins. C'est des vrais parents poules très attentionnés et qui vont même un peu trop la gâter. Geneviève, qui commençait très mal dans la vie, nage désormais dans l'argent et le confort au point où elle en devient même un peu trop cupide. Toutes ces discussions, à cause de ces démons du passé, tournent maintenant autour de l'argent, du luxe et du paraître. Bref, dès son adolescence, c'est un secret pour personne, Geneviève ne raisonne que par l'argent. Et au lycée, elle croise la route d'un certain René Desmulliers, un camarade dont elle tombe très vite amoureuse. C'est un véritable coup de foudre au point où quelques temps plus tard, ils accueillent non pas un, mais 2 enfants dans leur vie puisqu'ils ont des jumeaux, Fabrice et Valérie. Mais là encore, malgré l'amour qu'elle porte à sa famille, c'est l'argent qui prime dans toutes ces interactions. Par exemple, c'est hors de question pour elle qu'elle laisse ses enfants s'habiller avec autre chose que des vêtements de marque. Et c'est pas spécialement pour leur faire plaisir à eux, c'est juste pour être une fois de plus dans le paraître. Geneviève veut que tout le monde sache qu'elle est une maman avec des moyens et qu'elle est donc une maman qui a réussi sa vie. On n'a pas tous les détails sur cette époque, mais on sait une chose, c'est que René gagne convenablement sa vie. De son côté, il est cadre, et elle continue de bénéficier du soutien de ses parents. Mais cette situation, soudainement, elle va changer. Elle va changer puisque Geneviève se retrouve à devoir enchaîner les petits boulots, ce qu'elle n'a jamais eu besoin de faire avant. Il y a quelque chose qui a sûrement dû changer entre elle et ses parents, qui l'ont probablement poussée à se débrouiller par elle-même, et à subvenir d'elle-même à ses besoins. Geneviève rebondit et trouve un poste de secrétaire, et elle cumule aussi des heures de ménage dans différents hôtels de la région. Grâce à ses efforts et à ceux de René, tout va bien financièrement pour la famille, sauf que pour Geneviève, c'est pas assez. Et ça va lui causer du tort au point où elle va se faire licencier non pas une, mais 3 fois consécutivement, à chaque fois pour une histoire de chèque qu'elle aurait encaissé frauduleusement dans le dos de son employeur. Et comme si ça suffisait pas, elle se met aussi à embrigader ses propres enfants pour commettre des petits vols. Des fois c'est contre leurs voisins et des fois c'est carrément contre leur propre père. Geneviève sait que ses enfants risquent rien parce qu'ils sont encore mineurs, donc elle les envoie commettre des vols, mais à la fin, l'argent récupéré, il tombe dans sa poche à elle. Alors on parle de petits vols, mais quand même on est sur une maman qui pousse ses enfants au vol, alors qu'elle n'a même pas besoin de cet argent pour subvenir aux besoins de la famille. Et ces petits vols là, ils sont très révélateurs de ce qui va se jouer par la suite, puisqu'ils marquent le début d'une tournure vers quelque chose de beaucoup
beaucoup plus sombre pour Geneviève, qui vous l'avez compris est prête à tout pour s'enrichir. Une dizaine d'années après la naissance des jumeaux, Geneviève se reconvertit dans l'installation de télévision. Elle équipe plein de bâtiments publics, dont un hôpital psychiatrique dans lequel elle va faire une rencontre déterminante, celle du fameux Eric de Vriend. À l'époque, c'est un patient de l'hôpital qui a d'importants troubles psychiques, mais il a su taper dans l'œil de Geneviève. Eric est le fils d'un richissime banquier et il fait rien pour dissimuler sa fortune. Ferrari, vêtements de luxe, il passe jamais inaperçu. Geneviève lui parle donc par intérêt et elle finit même par le fréquenter dans le dos de René. Et c'est même plus vicieux que ça parce que Geneviève va finir par carrément tout avouer à René dans l'unique but de le pousser au divorce. Maintenant qu'elle a mis la main sur un amant bien plus riche que lui, elle veut sortir René de sa vie, sauf qu'il refuse. Il est prêt à subir la tromperie de sa femme si ça peut épargner ses enfants d'avoir à traverser le divorce de leurs parents. Et c'est malheureusement là que tout va peu à peu basculer dans l'horreur. Avec René dans les pattes, Geneviève comprend qu'elle pourra pas vivre son nouvel amour avec Eric. Elle va donc déposer une petite annonce dans un journal local à la recherche d'un coursier. Évidemment, elle cherche pas à livrer quoi que ce soit, elle cherche juste à éplucher des dizaines de profils de gens qui cherchent un petit boulot. Et elle va particulièrement s'attarder sur la lettre d'un sans-abri qui aurait bien besoin d'argent. Elle le convoque, puis lui explique très tôt qu'elle cherche tout simplement à faire assassiner son mari. Elle justifie cette demande en faisant croire qu'il est violent et qu'elle est à bout. Elle propose la somme de 300 000 francs à l'homme, soit l'équivalent de 70 000 € aujourd'hui. Une somme énorme que cette personne sans abri ne peut pas laisser passer et qui le pousse à accepter la mission. Il note quelques infos puis se dirige vers Paris où René travaille. Le plan est le suivant, dans 3 jours il l'attendra à la sortie de son travail, le suivra et l'assassinera. 3 jours plus tard, Geneviève reçoit un coup de fil en début de soirée, un numéro inconnu auquel elle répond pas. C'est le code qu'elle avait convenu avec son assassin qui devait l'appeler après avoir commis le sale boulot. Mais pourtant, quelques heures plus tard, René passe le pas de la porte et rentre chez lui, comme à son habitude. Geneviève se décompose en le voyant, avant de reprendre ses esprits et de l'accueillir comme si de rien n'était. De toute évidence, l'assassin n'a pas réussi sa mission. Le lendemain matin, c'est la police qui passe le pas de la porte, qui rentre chez elle et qui l'embarque. L'assassin a pris peur la veille de l'opération et il a tout balancé aux flics pour se blanchir. Les policiers l'ont malgré tout convaincu de suivre le plan de Geneviève à la lettre pour voir jusqu'où elle était prête à aller pour faire assassiner son mari. Elle est donc interrogée dans une salle annexe où elle avoue tout. Elle raconte qu'elle supportait pas que son mari refuse de divorcer et que d'après ses dires, c'était la seule option qui lui restait. En fait, elle prétend très cyniquement que René ne s'en serait jamais remis émotionnellement si c'était elle qui le quittait. Selon ses dires, elle lui faisait donc une fleur en le tuant. En apprenant ça, évidemment, René est sous le choc. Mais pour autant, il refuse de porter plainte. Encore une fois, il pense principalement à ses enfants, et lui qui avait déjà peur de les faire souffrir en leur faisant traverser un divorce, il peut pas imaginer leur avouer que leur mère a essayé de l'assassiner. Donc il entame aucune démarche. Et sans réel crime commis, Geneviève ne peut pas être condamnée, et donc elle ressort libre. Son casier reste vierge, et personne d'autre ne saura ce qu'elle a tenté de faire ce jour-là. Le couple retourne donc à leur domicile, et finissent même par redormir dans le même lit, dans une ambiance glaciale. Geneviève de son côté continue de voir Eric et continue de se débrouiller pour essayer de gagner toujours plus d'argent. En 1986 par exemple, elle arnaque les caisses de retraite pour toucher la pension de son père qui est pourtant mort depuis déjà 2 ans. Elle finit quand même par se faire attraper par l'organisme à qui elle doit beaucoup d'argent, mais étonnamment là encore il n'y a pas d'autre suite judiciaire et son casier reste vierge. Quelques mois plus tard, en 1996, Geneviève finit par demander le divorce de son côté et elle part refaire sa vie avec Eric à Antibes. Elle empoche au passage toutes les économies de René qui doit désormais éponger les dettes de son ancienne femme. En réalité, Geneviève devrait être en prison pour avoir tenté de faire assassiner son mari, mais il n'en est rien. Elle est désormais dans les bras d'un nouvel homme, dans une belle villa dans le sud, et ses 2 enfants s'entendent très bien avec leur nouveau beau-père. Tout le monde accepte donc cette nouvelle vie en famille recomposée. Sauf une personne, la mère d'Eric. Elle a jamais vraiment accepté cette union parce qu'elle a un très mauvais pressentiment sur Geneviève. Elle sent que cette femme n'est pas sincère, qu'elle en a surtout après l'argent de son fils, mais pour autant elle peut rien y faire. Et d'ailleurs en apprenant ça, Geneviève convainc Eric de couper les ponts, de peur que sa mère lui fasse changer d'avis et le pousse à la quitter. Rien donc pour les empêcher de poursuivre leur amour supposé et ils vont même avoir une petite fille, Emmanuelle. En revanche, de son côté, Eric il continue d'avoir une santé mentale très fragile et peu à peu, il se met à être violent avec Geneviève. Les années passent et la situation devient insoutenable, mais pour autant, elle peut pas se résoudre à le quitter parce qu'elle sait pertinemment qu'elle risquerait de rien toucher de sa fortune. Alors on sait de quoi Geneviève est capable quand il y a de l'argent en jeu, mais on peut pas imaginer une seule seconde à quel point elle va aller loin dans l'horreur en impliquant ses propres fils dans son complot. Ces 2 enfants qui ont maintenant une dizaine d'années, elle va les réunir et leur expliquer qu'elle est battue par Eric. C'est pour le coup une réalité, mais Geneviève grossit le trait et les manipule en leur expliquant qu'il risquerait à tout moment de s'en prendre aussi à eux. Et que le seul moyen de l'arrêter, ce serait de le tuer. Elle n'évoque aucune autre option et elle leur monte la tête alors qu'ils ont seulement 10 ans. Elle sait qu'ils vont de temps en temps à la chasse avec lui et que ce serait évidemment l'alibi parfait. Il leur suffirait de chasser comme à leur habitude, puis de viser par erreur la tête de leur beau-père et d'appuyer sur la détente.
Et si des policiers les interrogent, ils auront juste à dire que c'est un simple accident de chasse comme il y en a plein chaque année. Bref, elle leur répète qu'ils risquent rien et que c'est pour leur sécurité à tous. Et à cet âge-là, sans avoir aucun recul, et bien évidemment les enfants acceptent puisqu'ils pensent faire ce qu'il faut pour protéger leur mère. Alors un week-end, comme prévu, Eric et les jumeaux partent à la chasse. Les enfants ont chacun une petite carabine à plomb faite pour chasser les oiseaux. Rien de très dangereux donc, à moins de viser quelqu'un à bout portant. Valérie et Fabrice partent donc avec Eric qui lui ne se doute de rien. Ils discutent, s'amusent, puis s'enfoncent dans les bois. Ils tirent à tour de rôle sur des petits oiseaux, puis Fabrice finit par pointer la tête d'Eric avec la carabine et il presse la détente. Eric s'effondre au sol et hurle de douleur. Fabrice, terrifié, lâche son arme et s'enfuit à toute vitesse en se rendant compte de ce qu'il vient de faire. Par chance, des randonneurs au loin voient la scène et appellent immédiatement les secours. Et contre toute attente, Eric est sain et sauf. Le plomb a simplement éraflé son visage et la blessure est superficielle. Des enquêteurs auditionneront malgré tout les deux enfants et Eric pour bien comprendre le déroulé des faits, sauf que tout le monde a la même version, c'est un bête accident de chasse. Et l'affaire s'arrête là. Geneviève, elle, félicite malgré tout les enfants d'avoir bien tenu leur langue face aux policiers, et elle les met en garde de ne surtout jamais changer de version des faits, et de ne jamais parler de ça à qui que ce soit. Les années qui suivent sont de plus en plus difficiles pour tout le monde. La santé mentale d'Eric continue de se détériorer et il est régulièrement hospitalisé loin de chez lui. Geneviève, elle, se met à maltraiter ses enfants et elle n'hésite pas à les foutre à la rue à la moindre dispute alors qu'ils sont toujours mineurs. Ils finissent même par devoir loger dans un squat miteux et ils ne vont plus du tout à l'école. Dans ce squat, ils font de très mauvaises rencontres et ils vont peu à peu sombrer dans la drogue, y compris dans des drogues dures comme l'héroïne. Alors que c'est encore de simples adolescents. Et tout ça, René, leur père, il en sait rien. Ça fait des années que Geneviève a coupé les ponts et qu'elle a tout fait pour liguer les enfants contre lui qui ne veulent plus le voir. Notamment en inventant des tas de mensonges comme le fait que, soi-disant, il l'abattait. Les seules nouvelles qu'il a, c'est quand elle leur envoie leur bulletin scolaire et elle le fait pas par gaieté de cœur, elle le fait uniquement pour continuer de toucher une pension alimentaire puisque c'est obligatoire. Et d'ailleurs, les bulletins, c'est des faux, les deux enfants vivent désormais dans un squat et c'est Geneviève seule qui bénéficie de leur pension alimentaire. Mais malgré tout, il y a quelques fois où elle renoue un peu le contact avec eux. Comme ils deviennent de plus en plus addicts à l'héroïne, elle comprend qu'ils ont besoin d'argent pour pouvoir s'acheter des doses. Une situation horrible qui attristerait n'importe quelle maman qui essaierait probablement de mettre les enfants en cure de désintox. Elle, au contraire, elle y voit juste une super belle opportunité de gagner encore un peu plus d'argent. Ce qu'elle va faire, c'est acheter des doses d'héroïne en grande quantité et ça va être à eux d'en vendre une partie pour pouvoir s'acheter leur propre consommation avant de reverser tous les bénéfices à Geneviève. Voilà donc la situation de la famille pendant plusieurs années. Un cocktail explosif donc qui risque de péter à n'importe quel moment, le tout contrôlé par Geneviève. Coup du sort, pendant cette période, le père d'Eric décède. Eric devrait donc toucher un héritage absolument délirant dont Geneviève compte bien profiter. Du moins, c'est ce qu'aurait dû se passer si la mère d'Eric n'était pas intervenue à temps. Parce que oui, sa mère refuse de voir l'argent de la famille partir dans les mains de Geneviève. Et pour empêcher ça, elle décide de placer son fils sous curatelle, c'est-à-dire il ne peut plus prendre de décisions administratives seul. Ses séjours réguliers en hôpital psy prouvent qu'il est fragile psychologiquement et qu'il pourrait donc se faire manipuler. Grâce à la curatelle, Geneviève ne pourra donc plus accéder à ces fonds-là. Elle ne peut pas toucher à ce riche héritage. Sur le papier, c'est donc plutôt une bonne nouvelle parce que c'est là le but d'une curatelle, protéger les intérêts d'une personne en difficulté. Et pourtant, ce qu'aurait dû protéger Eric risque bien au contraire de provoquer tout l'inverse. En apprenant cette mise sous curatelle, Geneviève est furieuse et elle compte bien gagner de l'argent grâce à Eric. Et si c'est pas via un héritage, alors ce sera autrement. Pendant qu'Eric enchaîne les hospitalisations, Geneviève en profite pour signer dans son dos plein de contrats d'assurance vie. En cas de décès d'Eric, Geneviève et leur fille, Emmanuelle, toucheraient donc une belle somme d'argent. Vous vous en doutez, Geneviève fait pas ça par hasard, elle a un plan très clair en tête, assassiner son mari. Et une fois de plus, d'y impliquer ses fils jumeaux. Elle rejoue la carte du conjoint violent, sauf que c'est plus vrai. Si Eric a été a priori parfois violent avec elle dans le passé, il a depuis complètement arrêté. Sûrement le fruit d'ailleurs de ses nombreux passages en hôpital psychiatrique loin de chez lui. En tout cas, c'est d'autant plus compliqué à croire pour les enfants qui apprécient réellement Eric. Mais d'un autre côté, comment oser remettre en question la parole de leur mère sur des sujets aussi graves, même si elle a prouvé par le passé qu'elle a beaucoup de défauts. En plus de ça, cette fois-ci, Geneviève va jouer sur d'autres leviers que la pitié, elle va jouer sur l'argent. Elle leur promet tout simplement une partie des assurances vie qui lui seront dues, donc près de 10 millions de francs à l'époque, ce qui correspond aujourd'hui à un peu plus de 2 millions d'euros. Si Eric meurt, ils pourraient tous toucher beaucoup d'argent. Et si elle leur annonce des sommes aussi énormes, c'est parce que, rappelez-vous, elle sait qu'ils sont prêts à faire beaucoup pour pouvoir se payer des doses d'héroïne. C'est comme si depuis tout ce temps, elle savait que cette addiction qu'elle finance maintenant depuis des années finirait par l'aider, par jouer en sa faveur. Sauf que Valérie refuse. Pour lui, c'est hors de question de commettre un crime. Par contre, Fabrice, lui, il hésite. Et il finit par accepter de participer au plan, tout en refusant d'avoir à tuer lui-même son beau-père. Alors il propose de trouver quelqu'un qui pourrait s'en charger en échange d'une partie des gains, un certain Yann Baudet. C'est un de leurs meilleurs amis qu'ils ont rencontré dans leur squat et qui est lui aussi toxicomane. Et là encore, Geneviève sait que c'est un bon profil puisqu'il a une dépendance, il est donc plutôt fragile psychologiquement, si on le prive de cette addiction, et que donc il pourrait carrément lui servir. Alors elle se met à l'inviter régulièrement à la maison, elle lui fait un bon dîner. Parfois même,
et lui propose de dormir là, alors que ses propres enfants ne dorment plus là, ils sont dans un squat. Et forcément, Yann, cette main tendue dans l'obscurité, pour lui, ça va finir par beaucoup compter. Il commence à faire confiance à Geneviève au point où il va même finir par la considérer comme une seconde maman. Et c'est là que tout se joue. Geneviève sait que Yann a un père violent et elle en profite pour dresser un parallèle avec sa propre situation. Elle fait régulièrement croire à Yann qu'Eric la bat. Encore une fois, c'est faux, mais elle sait qu'il va être particulièrement sensible à ce sujet et qu'elle va lui présenter son projet comme l'occasion de se venger d'un homme violent, tout en ayant la satisfaction d'aider ses amis. Et pour ce petit gars de la rue, l'argent qu'il pourrait toucher grâce à ça lui permettrait de concevoir, d'envisager un nouvel avenir, d'autant plus qu'il est persuadé qu'il risque pas grand chose. D'après ses dires, Geneviève a mis au point un plan presque imparable et qui leur permettrait à tous d'être mis hors de soupçon. Le plan est simple, il suffirait de provoquer un accident de la route, puis de prendre la fuite. Et ça tombe bien, parce qu'Eric, depuis quelques temps, il fait du vélo sur route, et un simple coup d'accélérateur suffirait à en finir. Finalement, ce serait une mort pour améliorer leur vie à tous. Fabrice, Yann et Geneviève se mettent donc d'accord, ils se partageront une partie des assurances vie et ne révéleront jamais ce secret. Geneviève en profite d'ailleurs pour signer 2 nouvelles assurances vie avec des clauses bien précises, des clauses qui lui permettraient de doubler et même de tripler la mise en cas de mort suite à un accident de la route et en cas de mort lors d'un jour férié. Il fixe donc une date, ce sera le jour de la Toussaint. Le 1er novembre 1992, Fabrice vole une voiture en ville puis l'apporte à Yann qui se tient prêt depuis déjà plusieurs heures. Yann monte seul au volant et se dirige vers le domicile d'Eric. À la nuit tombée, il se gare à côté d'un square, face à la maison, et attend patiemment de voir la silhouette de sa cible. Geneviève, elle, persuade Eric de sortir faire une balade à vélo. Pourtant, il fait nuit, la visibilité est mauvaise et ce serait plutôt dangereux de rouler dans ces conditions. Mais elle insiste et lui dit qu'il a besoin de se changer les idées parce que ça fait plusieurs semaines qu'il enchaîne particulièrement les allers-retours à l'hôpital psychiatrique et ce serait donc l'occasion de souffler un peu. Eric finit par céder, monte sur son vélo, puis s'enfonce dans les rues vides de la ville. Yann, lui, le suit discrètement en voiture, et alors qu'il emprunte une petite ruelle sans éclairage, Eric entend soudainement le bruit assourdissant d'un accélérateur. Yann est pied au plancher, le compteur frôle les 80 km/h, et soudain, c'est le choc. Eric s'effondre sur le sol et se fracasse le crâne contre le bitume. Il n'y a plus aucune trace de la voiture qui vient de le percuter, il y a juste son corps, immobile, au milieu de la route. Par chance, un voisin finit par sortir de chez lui et lui porte assistance. Quelques minutes plus tard, Eric est transporté en urgence vers l'hôpital le plus proche et personne ne sait s'il va s'en sortir tant les blessures sont graves. Sur les lieux de l'accident, plusieurs policiers sont déjà en train de faire des relevés, mais malheureusement, il n'y a aucun indice matériel dans la zone à part des éclats de verre. Et pour rien arranger, aucun témoin n'a assisté à la scène, à part un voisin qui pense juste avoir reconnu le bruit du moteur d'une Simca Horizon. Faute de preuves, la police classe l'affaire en tant qu'accident de la route avec délit de fuite et l'enquête n'ira pas beaucoup plus loin. De son côté, Eric subit de nombreuses interventions chirurgicales puisqu'il a une fracture crânienne et de nombreuses autres blessures suite au choc. Il est plongé dans un état végétatif, ce qui veut dire qu'il réagit pas ou presque pas à son environnement. En revanche, il respire et contre toute attente, sa vie ne semble plus en danger. Du côté de Geneviève, le lendemain de l'accident, elle s'assure de détruire le vélo d'Eric, une façon peu subtile donc de dissimuler toutes les traces du crime. Mais en surface, elle continue de jouer à la compagne modèle et elle rend tous les jours visite à son compagnon. Intérieurement, évidemment, elle est furieuse. Tout ça n'a servi à rien si Eric survit à l'accident. Elle critique ouvertement Yann qui n'aurait pas suivi à la lettre toutes ses instructions, puisqu'elle lui avait bien précisé de foncer sur Eric puis de repasser sur son corps en marche arrière pour être sûre de le tuer. Elle espère donc qu'Eric finira par mourir à l'hôpital de la suite de ses blessures. Sauf qu'il se passe tout l'inverse. Les jours passent et au contraire, son état se stabilise. Puis les jours se transforment en mois et Eric donne des signes de vie toujours plus encourageants. Et ça, Geneviève, elle peut pas l'accepter. Donc elle ordonne à Fabrice et Yann, selon ses propres mots, d'aller finir le boulot. Elle prend la route de l'hôpital, armée d'une seringue, et elle demande à Yann d'injecter une bulle d'air dans la perfusion d'Eric. Ça pourrait lui provoquer un arrêt cardiaque, sauf que Yann refuse catégoriquement et Fabrice lui quitte furieusement la chambre. Geneviève finit donc par prendre la seringue et par injecter elle-même des bulles d'air dans la perfusion d'Eric, sauf que rien ne se passe. Le moniteur cardiaque d'Eric reste stable et elle sait qu'elle n'a pas d'autres options discrètes à sa disposition pour l'instant, donc elle abandonne. L'hôpital finit par annoncer à Geneviève qu'Eric peut être pris en charge dans un centre de rééducation. Un endroit donc parfaitement adapté pour qu'il retrouve la forme. Mais Geneviève refuse catégoriquement. Elle demande au contraire à ce qu'il soit hospitalisé à domicile, chez lui, c'est-à-dire loin des médecins et de l'équipement nécessaire pour son bon rétablissement. Le rendez-vous est donc pris au 15 janvier 1993, date à laquelle l'hôpital fera de son mieux pour transférer un maximum d'équipement médical chez lui. Et pourtant, dès le 11 janvier, Geneviève contacte une ambulance privée et fait sortir Eric de l'hôpital en douce. Les médecins sont furieux mais ils y peuvent pas grand-chose. Alors faute de mieux, l'hôpital fait envoyer un kiné et une infirmière chez lui qui sont chargés de surveiller Eric 2 fois par jour. Et heureusement, même à domicile, son état reste encourageant
agent. Le 14 janvier, vers 14h30, l'infirmière prend en charge Eric pendant une petite heure. Elle doit faire signer des papiers à Geneviève pour faire venir tout le matériel médical chez elle dès le lendemain. Sauf qu'au moment de la signature, Geneviève quitte précipitamment son domicile en prétextant devoir faire un truc urgent en ville. L'infirmière, étonnée, quitte la maison vers 15h30 et laisse derrière elle Eric et son fils Valérie. À 17h34, SOS Médecins reçoit un appel de Geneviève qui signale le décès de son mari. Un urgentiste est dépêché sur place et constate la mort d'Eric. Pour lui, c'est un arrêt cardiaque. Il signe donc un avis de décès puis laisse la famille faire son deuil. Mais dès le lendemain, Geneviève fonce au cabinet du médecin et lui demande de faire modifier le certificat de décès. Elle affirme qu'il s'est étouffé en mangeant de la nourriture, rien à voir donc avec un arrêt cardiaque qui pourrait ne pas être relié à l'accident et qui pourrait donc ne pas être pris en charge par les assurances. C'est la version qu'elle donne au médecin qui comprend la situation. Il peut pas se douter que Geneviève ment et surtout il comprend que l'argent pourrait bien servir cette famille endeuillée. Il appelle malgré tout l'hôpital pour avoir un avis extérieur et les médecins lui confirment qu'il est plausible qu'il soit mort d'un étouffement et non pas d'un arrêt cardiaque. Le certificat de décès est changé et donc le décès d'Eric est maintenant imputable à son accident de la route. Sans perdre de temps, Geneviève fait incinérer le corps d'Eric. En revanche, elle met personne au courant de sa mort et de ses obsèques. Ni sa mère, ni ses proches, ni même sa fille. Il est donc incinéré seul face à sa compagne qui reste de marbre. Le lendemain, la mère d'Eric reçoit enfin un appel de Geneviève. C'est une nouvelle horrible mais surtout une nouvelle qui la met profondément en colère. Elle comprend pas que Geneviève ait pu organiser des funérailles sans prévenir qui que ce soit de la mort d'Eric. Pour elle, c'est le choc le plus total. Mais Geneviève s'en inquiète pas, elle qui est si près du but. Alors elle se met à appeler frénétiquement tous les organismes d'assurance dont dépendait Eric. Et oui, sa mort coche toutes les cases des assurances vie qu'elle a signées. Rappelez-vous, non seulement il est mort à cause d'un accident de la route, mais en plus c'est tombé un jour férié. Et tout ça, ça semble un peu gros pour les assureurs. Et vu les sommes en jeu, ils décident d'enquêter en profondeur sur ces fameux contrats d'assurance vie. Notamment en recrutant un graphologue, c'est-à-dire un spécialiste des écritures manuscrites. Il épluche tous les contrats d'assurance vie et son analyse est formelle. Plusieurs signatures sont fausses. D'après eux, ce serait pas de véritables signatures d'Eric. Plusieurs assureurs portent donc plainte auprès de la police et cette fois, c'est un choc pour les policiers en charge de l'affaire. Pourquoi ? Eh ben parce que Geneviève ne les a jamais prévenus de la mort d'Eric, alors pourtant qu'une enquête est ouverte pour essayer de retrouver le chauffard qui l'a renversé lors de ce grave accident qu'il a subi. Et pour rien arranger, une autre plainte est versée au dossier. Cette fois, c'est la mère d'Eric qui a écrit au procureur et qui émet de sérieux doutes concernant l'innocence de Geneviève dans cette affaire. Elle y raconte ne même pas avoir été prévenue pour les obsèques de son fils et suspecte fortement Geneviève de l'avoir tué. À partir du 23 février 1993, une enquête est donc ouverte pour usage de faux et pour assassinat. Geneviève est interpellée, mais les enquêteurs n'arrivent pas à la faire craquer puisqu'elle a toujours une bonne excuse. Si elle n'a pas prévenu les policiers de la mort d'Eric, par exemple, c'est tout simplement parce qu'elle savait pas que c'était nécessaire. Si elle a signé des contrats au nom d'Eric, c'est parce qu'il était d'accord, mais qu'il était trop souvent à l'hôpital pour pouvoir s'en occuper lui-même. Et si ça semble louche de faire autant d'assurance vie à seulement 35 ans, c'est parce qu'Eric se savait fragile et qu'il voulait s'assurer que sa famille serait à l'abri si jamais il disparaît. Et face à tout ça, les enquêteurs peinent à contredire. Ça se tient. Ok, les suspicions sont énormes, mais pour autant ils ont pas de preuves concrètes contre Geneviève. Et certes, son comportement vis-à-vis de la mère d'Eric est absolument ignoble, et elle a agi contre tout avis médical, mais est-ce que pour autant on peut l'accuser de meurtre? L'enquête finit donc par s'enliser et la police classe l'affaire. C'est un simple accident de la route. Les assurances de leur côté, elles jouent le temps. Elles ont encore quelques années pour contredire Geneviève, 10 ans plus précisément, à l'issue desquelles elles se verront dans l'obligation de lui verser les fameux 10 millions de francs. Mais au printemps 1998, une nouvelle juge d'instruction est nommée dans la région et elle décide de rouvrir des vieux dossiers. Elle tombe sur celui d'Eric et en le feuilletant, elle sent qu'il y a forcément un truc à creuser, un truc à résoudre. 10 millions de francs, des contrats d'assurance vie, une mort étrange, des funérailles faites en secret, tout ça attire son attention. Du coup, l'enquête est rouverte et cette fois les policiers ont une excellente idée. Ils convoquent officiellement Geneviève, son ex-mari René et les jumeaux, mais tout le monde est au préalable mis sur écoute. Ils savent que cette convocation risque de délier des langues et qu'il y aura sûrement des conversations intéressantes à éplucher. Et c'est exactement ce qui va se passer. René, qui imagine pas être sur écoute, demande à Fabrice s'il a des nouvelles de son ami, celui qui avait provoqué l'accident de son beau-père. Parce que oui, entre-temps, René a renoué contact avec ses enfants et ils se sont même confiés à lui. Mais il a balancé personne, encore une fois, dans le seul but de protéger ses enfants à tout prix. À partir de là, la police comprend qu'il y a réellement un meurtre dans cette affaire. Et le 19 janvier 1999, les enquêteurs interpellent tout le monde. Les enfants craquent et ils avouent tout et accusent Geneviève. C'est elle qui a orchestré l'accident en ordonnant à ses fils de s'en charger. Yann est lui aussi interpellé et il avoue tout sur le champ. Il leur explique qu'il était complètement à la dérive et sous l'emprise de Geneviève. Et que c'est bien lui qui a percuté Eric le 1er novembre 1992 à la demande de sa compagne. Et face à ces témoignages accablants, c'est Geneviève qui va craquer à son tour. Elle admet avoir voulu tuer Eric parce qu'il était violent et qu'elle avait peur pour ses enfants. En revanche, elle nie catégoriquement l'avoir tué chez elle. Ok pour l'accident de vélo, mais c'est tout.
Sauf que malheureusement pour elle, les enquêteurs vont finir par reconstituer entièrement son profil. Son attrait immodéré pour l'argent, les fraudes qu'elle a pu commettre dans le passé, et également la tentative d'assassinat sur René, son ex-mari. À l'époque, les enquêteurs n'avaient pas la moindre idée, puisque souvenez-vous, il n'y a pas eu de procédure judiciaire, et donc pas de casier, donc tout jouait en la faveur de Geneviève, du moins jusqu'à aujourd'hui, avant que René leur reparle de cette histoire. Et ce qui va achever Geneviève, c'est une écoute téléphonique dans laquelle on l'entend demander à sa voisine de mentir à la police en cas d'interrogatoire, et surtout de bien dire que Geneviève était avec elle le jour de la mort d'Eric. C'était son seul alibi jusque-là, basé sur le mensonge donc d'une voisine, mensonge dont la police a maintenant la preuve grâce à cette écoute, dans laquelle en plus il y a une phrase qui laisse peu de place au doute sur les motivations de Geneviève. Sinon, ils vont penser que c'est moi qui les ai zigouillés. Geneviève, ses enfants et Yann sont donc placés en détention provisoire pour complicité de meurtre. Ils doivent être jugés en 2003 et passeront donc 3 ans derrière les barreaux en attendant leur procès. Mais pendant son incarcération, Geneviève revient entièrement sur ses propos. Elle finit par accuser Valérie d'avoir tué son beau-père et elle déclare que c'est Fabrice qui a tout orchestré depuis le début. Après avoir drogué ses enfants, après leur avoir demandé de tuer leur beau-père, elle essaie de leur faire porter le chapeau. Jusqu'au bout, elle commet l'impardonnable envers les gens qu'elle est censée le plus protéger au monde, ses enfants, et ça lui vaudra dans la presse le surnom de la diabolique d'Antibes. Alors rassurez-vous, en 2003, lors du procès, personne croit à sa version. En plus de ça, un expert psychiatre estime qu'elle a bien toute sa tête et qu'elle est extrêmement douée pour manipuler ses proches. Geneviève, elle, se contente juste de se lever, de frapper violemment à la vitre qui la sépare du tribunal et d'accuser les avocats et ses propres fils d'être des menteurs. Alors on saura jamais exactement comment Geneviève a tué Eric, mais on sait qu'elle avait dans sa pharmacie personnelle des puissants somnifères qui auraient pu provoquer un arrêt cardiaque. Et d'après toutes les personnes qui ont vu Eric avant sa mort, son état n'était plus du tout inquiétant. Malgré ce doute qui plane sur le mode opératoire employé, Geneviève se prend la peine d'emprisonnement maximale, c'est-à-dire 25 ans de prison. Et Fabrice et Yann, qui étaient mineurs au moment des faits, auront quant à eux une peine bien plus clémente. Valérie, lui, sera relaxée. En 2010, Geneviève tombe gravement malade et meurt à l'hôpital-prison de Rennes. Et d'après les médias, son départ se fait dans l'indifférence totale de ses proches puisqu'ils ont tous coupé les ponts avec elle. Son héritage à elle, ça aura été de détruire sa propre famille dans le seul but de gagner toujours plus d'argent. C'est la fin de ce thread d'horreur, j'espère que cette histoire vous a plu, si on peut dire ça, c'est glauque quand même, hein. Merci à vous d'avoir regardé ce thread d'horreur, cette histoire me fout particulièrement le cafard. Je pensais pas qu'une maman pouvait être avide d'argent au point de détruire sa propre famille et ses enfants. Apparemment ça existait, en tout cas dans cette affaire, il y en a peut-être d'autres comme ça. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, littéralement l'inverse de cette histoire, et je vous dis à très vite dans d'autres vidéos, prenez soin de vous, ciao!